Donc bonjour tout le monde. Donc on va faire le sixième cours, donc cette fois-ci sur les listes. Donc c'est un cours très important puisque les listes, c'est la structure de données qui sera la plus utilisée j'imagine, dans les exercices qu'on vous donnera à faire. Donc c'est très important de bien maîtriser ça. Juste avant peut-être, je vais faire quelques petites informations en fait au niveau de l'évaluation. Donc l'évaluation qui était prévue le 18 novembre, elle est reportée. Donc ainsi que le TME solo qui devait avoir lieu à peu près dans la même période, soit juste avant, juste après. Donc ces deux évaluations-là, qui sont les grosses évaluations de cette UE, sont reportées jusqu'à ce qu'on puisse en fait les organiser en présence en fait quoi. Donc sur la fac, si c'est possible, hein. Donc pour l'instant, comme on n'a pas trop de visibilité, on reporte et on attend de voir si c'est possible de les faire physiquement. En revanche, les évaluations qui sont en TD et elles continuent, et les évaluations de TME aussi. Donc a priori, vous continuez de rendre vos TME chaque semaine. Il n'y a pas de changement par rapport à ça. Je vous rappelle qu'il y a une pause pédagogique, donc la semaine du 9 au 15 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, vous n'avez pas cours et vous reprendrez les cours la semaine suivante. Voilà. Donc voilà pour les petites infos. J'espère que c'est clair. On peut commencer du coup le cours. Donc qu'est-ce qu'on a vu a priori jusqu'à maintenant, notamment la semaine dernière. Donc on a vu les intervalles, qui sont des séquences d'entiers consécutifs. Donc qui est pratique pour itérer sur une suite d'entiers, hein. Vous vous souvenez, c'est le mot-clé range qu'on a vu. Avec une gestion de mémoire optimisée, ça veut juste dire qu'en fait, quand vous faites un range, il ne stocke pas tous les entiers en mémoire, c'est juste une manière de les énumérer. Alors, donc ça, c'est la première chose qu'on a vu, le range. Ah, je vais le gérer ici, quoi. Donc, vous vous souvenez, en fait, quoi, si je veux les entiers de 1 à n, je suis obligé d'écrire 1, et ici, n plus 1, puisque le deuxième ici, la deuxième partie ici, elle est toujours exclue, hein. Donc, ça, c'est la chose très importante à retenir. Et on va le voir ici dans les listes que cette propriété-là est aussi conservée dans les accessoires qu'on a pour les listes. Ensuite, les chaînes de caractères, donc c'est le deuxième gros morceau qu'on a vu, donc qui sont des séquences de caractères, donc pratiques pour représenter des mots. On a vu comment itérer sur ces chaînes de caractères, accéder à un caractère par son indice et construire des chaînes via des concaténations. Donc ça, c'est les opérations sur les chaînes de caractères. Et on va voir que si vous avez bien compris ce qu'on a fait sur les chaînes de caractères, bah, les chaînes de caractères, c'est des sortes de listes de caractères, hein. Et donc là, on va voir pendant ce cours les listes en général. Et donc, on va voir qu'il y a quand même pas mal de similitudes. Et on a vu donc un itérateur général pour les séquences, en fait, qui est la boucle for. Alors, au niveau des intervalles qu'on a déjà vus, hein, si on a une expressivité séquentielle limitée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on peut pas faire des séquences d'entiers qui sont non consécutifs, hein. Par exemple, la suite de Fibonacci ou la suite des carrés ou la suite des paires, la suite des impairs. Et l'idée ici dans ce cours-là, donc, c'est de montrer comment on peut faire des séquences de données d'un même type mais arbitraires, hein. Par exemple, des séquences de mots, donc qui seront des strings, des séquences de booléens, donc qui seront des booles, et même des séquences de séquences, hein. Donc on pourra mettre des séquences à l'intérieur de séquences. D'accord? Mais ce qui est important ici, c'est que séquences de données d'un même type, hein, c'est-à-dire que les séquences sont homogènes, elles ne contiennent que un seul type à la fois. Alors, ces listes homogènes, c'est vrai que c'est organisé en séquences d'éléments d'un même type. Alors, c'est un ensemble qui est ordonné, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser for pour le parcourir, avec un accès à une construction directe, hein, comme pour les chaînes de caractères. Donc, on va pouvoir directement les construire en mettant les éléments qu'il y a dedans. Et donc, ça, c'est pour la construction. Et pour l'accès, ça veut dire que si je veux regarder quel est l'élément qui se trouve à l'indice numéro 3, bah, je peux le faire directement. Donc, les applications des listes qu'on va voir dans ce cours, c'est par exemple stocker des listes d'étudiants,
et pouvoir les traiter ensuite, hein. Donc ils seraient a priori des entiers. Des listes de données d'une expérience, donc ça pourrait être des couples de 2 valeurs comme ça. Des listes d'éléments d'une page web, donc ça pourrait être des objets ou des listes, bon ça dépasse un peu l'objet du cours, hein. Et des listes de notes, d'une classe, ça peut être des couples, entre un nom et une liste d'entiers, par exemple. Donc pour l'instant, les couples, on n'a pas encore vu ça, hein, mais pour une classe, une liste d'entiers de ces notes, ça nous permettrait de calculer, par exemple, la moyenne de la classe. Donc c'est ça, c'est le genre de liste qu'on va faire et les applications qu'on pourrait trouver. Donc les principaux problèmes qu'on va voir aussi sur les listes, là, on verra ça enfin à la fin de ce cours, hein. Donc c'est le problème de réduction, de transformation et de filtrage, hein. Donc c'est les 3 mots savants pour dire, effectivement les grands 3 typologies d'exercices qu'on pourrait vous demander sur les listes. Hop. Donc, on commence tout de suite. Donc on va avoir maintenant un nouveau type, qui s'appelle le type list avec un L, IST comme ça majuscule, L majuscule IST. Et entre crochets, là j'ai écrit T, parce que bon, là je ne sais pas quel est le type a priori, mais ce type-là, il pourrait être remplacé par float, int, bah, les types que vous connaissez déjà, hein. Voire même liste d'autres choses, hein, parce que vous pourrez très bien faire des listes de listes. Bon, pour l'instant, on va rester simple, hein, donc une liste de T et une séquence finie de tous les éléments qui sont de type T. Donc, par exemple, liste des des notes d'un étudiant, liste des mots dans une phrase, liste des notes d'une classe, hein. Et ça, ce que j'ai déjà mentionné, on verra ça au cours numéro 7 parce que on a besoin pour l'instant de tuples qu'on ne connaît pas encore. Alors, quels seraient ces types-là? Pour les listes des notes d'un étudiant, ça pourrait être liste de float. Voilà, j'ai un peu changé d'avis par rapport au transparent précédent où j'avais mis des entiers, mais donc là, c'est une liste de nombres flottants, de nombres à virgule. La liste des mots d'une phrase, ça serait une liste de chaînes de caractères, STR. Et liste des notes d'une classe, bon, ça serait une liste avec des couples, hein. Tuple, ça sert à définir agréger plusieurs types en même temps. Donc, de couples entre une chaîne de caractères et une liste d'entiers. Liste d'une classe, donc chaque chaîne de caractères représentera le nom de la classe. Et la liste d'entiers ici correspondrait à l'ensemble des notes que les étudiants ont obtenues dans cette classe. Alors, il y a une construction explicite pour ces types de listes. Donc, une liste de T, c'est une séquence. Alors, on ouvre un crochet, on met des éléments comme ça, E1, une virgule, E2, une virgule, etc., jusqu'au dernier élément ici, et on ferme le crochet. Où chaque élément EI ici, là, il est du même type. Du même type T, c'est-à-dire soit un float, là, soit une string, ce qu'on a vu juste avant. Alors, j'ai une question là, d'Anastasia là. For est un type de range. Non, for, le range, c'est juste pour définir des suites d'entiers en fait. Et on utilise for ensuite pour itérer sur ces suites d'entiers. Donc, bon, je fais une aparté assez rapidement, quoi, mais faut, tu pourras regarder de manière plus approfondie le cours de la semaine dernière. Si j'écris for x 2 points range 0 n, 2 points comme ça. Ça veut dire que x, il va parcourir successivement les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1. Donc voilà. Donc for, c'est comme la boucle, c'est une deuxième type de boucle, comme on a déjà vu la boucle while, mais la boucle for, elle sert comme ça à itérer des séquences, et des séquences, on en a vu de plusieurs types. Donc range, c'est un type de séquence particulier, et là, on est en train de voir en ce moment-là même un autre type de séquence qui est le type de séquence qui s'appelle la liste. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Donc, voilà, donc pour construire une liste, hein, on ouvre un crochet, on met les éléments séparés par des virgules, on ferme le crochet, et évidemment, tous les éléments ont le même type, hein. Donc, si on veut faire la séquence qui comporte 0 élément, à ce moment-là, on ouvre un crochet, on le ferme immédiatement, et ça s'appelle la liste vide. Et on peut aussi construire explicitement ce que je viens de dire avec le crochet et des virgules, hein. Donc les U ne sont pas forcément des valeurs, hein, c'est-à-dire des expressions atomiques. On peut écrire des expressions à l'intérieur, elles seront calculées et mises dans la liste. On verra ça
de manière plus détaillée sur d'autres exemples. Donc, ici, quelques exemples. Je déclare une variable, enfin j'ai une variable L, je lui affecte la liste 1, 2, 3, donc c'est une liste à 3 éléments, hein, il y a 3 entiers, 1, 2 et 3. Là, une liste P qui est la liste vide, et là une liste Q à qui j'affecte la liste avec le caractère A et le caractère B, ou la chaîne A et la chaîne B. D'accord, donc là, c'est 3 types de listes. Bon, la liste vide, elle, a priori, on ne sait pas ce qu'elle contient, mais là, une liste d'entiers, et ici, une liste de chaînes de caractères. Donc, une autre manière de construire la liste, parce que là, tout ce qu'on a vu, c'est comment la construire d'office avec son, son bon nombre d'éléments. Ce qu'on peut faire aussi, c'est construire des listes par concaténation, avec l'opérateur plus, à partir de 2 listes qui sont déjà existantes. Donc ça, on l'a déjà vu sur les listes de caractères, enfin, ce que s'appelle les chaînes de caractères. On a déjà vu qu'on pouvait concaténer des chaînes de caractères, c'est-à-dire juste en mettant des chaînes les unes derrière les autres. Donc ça, c'est possible de faire ça aussi avec les listes. Je vais le répéter plusieurs fois, mais en fait, c'est très proche. Enfin, les chaînes, pour moi, les chaînes de caractères sont juste des listes de caractères. Et donc, si vous avez bien compris les choses sur les caractères, c'est juste une généralisation à n'importe quel autre type de données à l'intérieur. Donc, on peut construire par concaténation. Donc, l'opérateur plus ici, donc là, j'ai créé une signature. Donc, ça prend 2 listes qui comportent des éléments de type T et ça renvoie une seule liste. Hein. Ça réunit ces 2 listes en une seule qui contient aussi évidemment des éléments de type T. Donc, plus c'est associatif. Hein, quand je concatène la liste L1 avec la liste L2 et ensuite la liste L3, bah, ça n'a pas d'importance que je mette les parenthèses à cet endroit-là ou que je les mette à cet endroit-là, en fait. Ça reviendra au même. Donc c'est ça, ça veut dire associatif. Et c'est aussi, mais par contre, c'est pas commutatif, hein, évidemment, hein, puisque quand on concatène 2 listes, bah, la première liste, bah, les éléments de la première liste vont se retrouver au début de la liste construite, et les éléments de la deuxième liste, ici, là, ils vont se retrouver à la fin de la liste construite ici. Hein. C'est pas à peu près évident. Et on a un élément neutre pour cette opération de concaténation, donc c'est la liste vide. Il ne se passe rien si je concatène une liste avec une liste vide ou une liste vide avec une autre liste. Enfin, le fait de faire ça ne change rien à la liste L qui n'est pas vide dans la concaténation. Alors, évidemment, il faut utiliser le même type T pour les 2 paramètres qu'on va concaténer, enfin les 2 listes qu'on va concaténer. Hein. C'est pour ça qu'on parle de liste homogène, hein, j'en ai déjà parlé juste avant. Alors, pour ajouter un élément dans une liste, donc on va voir qu'on peut le faire avec la concaténation. Donc on peut construire comme pour les chaînes de caractères, on peut construire les listes élément par élément. Bon, alors, si j'ai une liste d'entiers, je ne peux pas utiliser le plus pour écrire L plus 3. Ça n'aurait pas de sens. Parce que L, c'est une liste d'entiers, certes, mais 3, c'est un entier. Et ce qu'on a vu là-haut, c'est que l'opérateur plus de concaténation, ça demande 2 choses identiques, c'est de 2 listes de mêmes éléments. Donc ça n'irait pas parce que 3 n'est pas une liste. Hein. Et de la même manière, le plus de l'arithmétique, hein, l'addition classique, bah, on ne peut pas additionner un nombre avec une liste. Hein. D'accord. Donc ça, c'est interdit. On ne peut pas écrire ça. Quand on utilise plus, soit on choisit le plus de l'arithmétique pour faire des additions, soit on choisit le plus parce qu'on est en train de faire des concaténations. Hein. Mais même si c'est le même symbole, ça n'est pas la même opération. Hein. Donc on les mélange pas. Donc ce mélange-là, interdit. Hein. Ça, c'est niet. Alors, par exemple, si on veut ajouter dans la liste, à la fin, insérer à la fin la valeur 3 dans une liste d'entiers, et ben j'écris L plus et je mets le 3 entre crochets. Le fait de mettre le 3 entre crochets, c'est que c'est plus le nombre 3, c'est la liste qui contient le nombre 3. Et cette liste qui contient le nombre 3, je peux bien la concaténer avec une autre liste qui contenait déjà des entiers. Alors, efficacité mémoire, là, en faisant ça, a priori, on va recopier la liste. Donc, c'est pas forcément le plus
le plus efficace. Alors, c'est parti. On va devoir déjà mettre des trucs. Hop, L. Hop. Excusez-moi, je reprends. Donc, ok. Alors, bien. Je sais pas si... Hop. Ok, on va attendre que lui se calme. Hop, hop. Alors, je reprends. Vous mettez une émote si vous voulez, si vous voulez intervenir. Donc, quelques exemples ici. Donc, j'ai une liste qui est la liste 1, 2, 3, une liste L comme ça, une liste P qui est la liste de 2 éléments 4 et 5. Et si je fais L concaténation plus la P, je vais obtenir la liste 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc, c'est bien fait dans cet ordre-là. Donc, rien de vraiment particulier. On l'avait déjà vu avec les chaînes de caractères pour les concaténer. C'est exactement le même principe. Alors, une notion importante ici, c'est la mutabilité. Donc, le fait que il y a des données qu'on peut changer et d'autres qu'on peut pas changer. Bon. Donc, jusqu'ici, les objets qu'on a vus là, les entiers, les fonctions, les booléens, les chaînes de caractères, hein, sont immutables. On peut pas les modifier. On peut les remplacer par la valeur d'une variable par une autre. D'accord? Par exemple, si je fais S égale S plus C, si c'est des nombres, bah, je calcule la nouvelle valeur S plus C et je la restocke dans S, quoi. Donc, j'ai pas vraiment modifié un nombre, hein. Les nombres sont les nombres, hein, ils peuvent pas changer. Supprimer un élément d'une chaîne, on reconstruit une nouvelle chaîne sans cet élément, hein. Ça, on l'avait vu dans tous les exemples, hein, et c'est quelque chose que je vous avais bien expliqué, hein. Dans tous les exercices qu'on a vus à la fin sur les chaînes de caractères, ça consiste à recopier la chaîne en éventuellement changeant certains caractères ou en omettant de copier certains caractères, etc., etc. Donc ça, c'est pour les chaînes de caractères. Un objet, si on dit qu'il est mutable, ça veut dire qu'il peut être modifié. Donc on peut le remplacer, le supprimer, ajouter seulement une partie de cet objet. Et les listes, ça fait partie de ces objets. C'est ce qu'on va voir là. Et donc on va pouvoir utiliser cette propriété-là. Alors, pour cela, on va avoir donc une instruction, entre guillemets, j'appelle ça une instruction, mais c'est une espèce de méthode de la liste. Pardon. Une instruction qui permet donc d'ajouter un élément à la fin, qui va être un petit peu différente de la manière dont on a ajouté un élément à la fin juste avant, puisque là, ça va vraiment modifier la liste, hein, alors qu'avant, ça produisait une liste. Alors, vas-y, pose ta question. Si c'était une question que tu voulais poser. Sinon, on va voir si ça s'est calmé ou pas, hein. Bref. Donc, la méthode append, comment elle fonctionne? Donc, si j'ai une liste L, qui est une liste d'éléments T, si je fais L.append, ça, c'est une fonction qui va prendre un élément T et qui va l'ajouter à la fin de la liste L. D'accord? Mais cette expression-là avec append là ne voudra rien dire en fait, hein. Pardon. Ne renverra rien de particulier, ne renverra pas la liste, hein. Elle renverra un non qui est de type non-type en fait, quoi. Donc append, c'est ce qu'on appelle un effet de bord, hein. Donc c'est quelque chose, c'est comme le print. Le print, ça affiche des trucs à l'écran, quoi, mais en réalité, ça n'a rien produit dans votre programme, en fait, hein. Donc, quelle est la différence entre L.append3 et L plus crochet 3, qui est la première méthode que je vous ai expliquée pour ajouter un élément à la fin. Alors, j'ai une question là. Est-ce que vous pouvez revenir? J'avais pas alors, qu'est-ce que tu n'as pas bien compris? Alors, faut me dire, j'y retournerai à la page précédente, mais dis-moi ce que tu n'as pas compris en fait, dans la page précédente. Parce que je vais pas la refaire en entier. Mais enfin, pour l'instant, si c'est l'histoire de la mutabilité, tout ça, quoi, pour l'instant, c'est pas très grave. Là, je suis en train d'illustrer et peut-être que tu vas mieux comprendre là quand j'explique sur la méthode append, quoi. Parce que la méthode append, elle va changer quelque chose sur la liste, quoi. Donc c'est ça, donc peut-être je vais te réexpliquer ça là-dessus, quoi.
c'est que là, L append de 3, ça va modifier la liste L, alors que L plus 3, ça va absolument pas modifier la liste L. La liste L, elle va rester exactement comme elle était avant, sauf que L plus 3, ça va produire une nouvelle liste dans laquelle elle a tous les éléments de L avec le 3 en plus à la fin. Et donc, c'est ça la différence entre mutable et pas mutable. C'est que là, ça change L, et là, ça change pas L, ça produit une nouvelle liste. On va le voir sur des exemples hein, de toute manière. Donc là, si L.append, c'est une instruction, là, c'est ce que dit, je vais mettre ça, c'est un peu entre guillemets, hein. C'est parce que c'est un ordre qu'on a dans la machine, c'est l'ordre change la liste L, en mettant quelque chose de plus à la fin. Et à la fin, la liste L, elle est changée. Donc, le principe d'évaluation du append de E, quoi. Déjà, on évalue le L qui est ici, donc qui n'est pas forcément une liste déjà écrite. Hein, donc, bon, si une expression, elle va s'évaluer en un type qui s'appelle LL, donc qui sera de type liste. Ensuite, E, c'est pas forcément un simple élément, ça peut être une expression aussi, et donc on va l'évaluer en une valeur pivot V, qui sera de type T, hein, compatible avec le type contenu dans la liste. Et ensuite, ajout de V à la fin de l'objet de la liste LL. Alors, si tu vois que l'écran est flou, il faut changer la résolution tu as plusieurs, a priori, tu as plusieurs paramètres en dessous de ton lecteur là pour essayer de changer la résolution. En fait, si tu vois que l'écran est trop flou, quoi, il faut augmenter la qualité du stream. Quoi. Jusqu'à du 1720p. Quoi. Donc, je te laisse faire. A priori, soit ta connexion est pas assez élevée, soit il faut forcer pour avoir un truc un peu mieux. Quoi. Alors, j'ai une question d'Anastasia. Alors, si L égale 1, 2, 3, il faudrait plutôt écrire L égale comme ça. 1, 2, 3 avec ses crochets. Hein. Si tu mets pas les crochets, ça va pas. L plus 3. Non, justement, c'est ce que j'ai dit à Anastasia, c'est qu'on ne confond pas le plus qui est l'addition des nombres avec le plus qui est la concaténation. C'est que je prends deux listes et je les mets juste bout à bout, en fait. D'accord? C'est soit l'un, soit l'autre, mais on ne fait pas un mélange des deux, quoi. Donc, si j'ai la liste 1, 2, 3 et que je fais qu'est-ce que c'est L plus 3 comme tu l'écris, ça va être la liste 1, 2, 3, 3. D'accord? C'est la précédente liste 1, 2, 3 et j'ai rajouté encore un 3 derrière. Bon, alors l'idée c'est qu'on peut faire aussi la même chose avec des choses. C'est pas la même chose, mais avoir des résultats qui sont similaires avec append. Donc, si l'objet stocké dans une variable, évidemment, la variable sera modifiée. Donc là, on a une petite question en fait, que peut-être que quelqu'un dans le chat voudra répondre en fait. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'expression hein, qui est écrite ici là, 2, 3, append de 4 là? Ça va faire quoi ça? Si quelqu'un veut me le dire dans le chat, même s'il y a un petit délai. Bon, alors je vais commencer à répondre, hein, parce que peut-être qu'avec le délai, quelqu'un va avoir répondu en même temps, quoi. Ok, j'ai un petit problème. Alors, L égale 2, 3, 4. Ouais, alors, il n'y a pas de L dans l'histoire, quoi. Donc, Ariane, c'est pas mal. En fait, ça prend la liste de 3. Alors, c'est L plus 3 pour aller plus vite. Non, c'est L plus 3. Enfin, là, Erwan, L plus 3, ça fera pas ce qu'on veut, quoi. L plus 3, ça peut pas marcher. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, en fait. Quoi. Faut bien respecter la syntaxe et mettre les crochets où il faut. Anastasia, arrête d'écrire les listes sans les crochets. Si tu écris les listes sans les crochets, syntaxiquement, c'est pas correct, en fait. Quoi. Bon. Par contre, l'idée, elle est correcte. C'est que ça prend la liste de 3 et ça la modifie pour ajouter un 4. Donc, ça construit une liste de 3 en mémoire. Ça lui met un 4 à la fin, donc ça donne une liste de 3, 4. Et qu'est-ce que devient cette liste de 3, 4? Bah, rien du tout, en fait. Elle est perdue. Parce que Append, il modifie une liste. Et comme cette liste-là, la liste de 3, comme elle n'a pas de nom, elle n'est pas dans une variable, bah, a priori,
On peut écrire ça, c'est correct, mais ça ne sert à rien, en fait. Ça sert à rien. Voilà, Anastasia avec les crochets, c'est mieux, ouais. Donc ça servira à rien, quoi. Ce qui sert, c'est quand on écrit L.append, hein. Si j'avais écrit L égale 1, 2, 3, hein, comme je l'ai écrit ici, et qu'ensuite j'écris L.append de 4, là, maintenant, à la ligne suivante ici, je sais que maintenant, la liste L, dedans, il y a 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors que là, ça, c'était n'importe, enfin là, ça prend une liste de 3, ça met un 4 dedans, et puis voilà, terminé de toute façon, et on ne pourra jamais le récupérer puisque ça n'a pas été stocké. Et ça sert à rien d'écrire L égale ça, hein, parce que ça renvoie, ce que j'ai écrit là, le happen, il renvoie toujours none, hein, donc ça n'a aucune valeur, ce truc-là, quoi. Donc le happen, il faut bien retenir que c'est un ordre. C'est un ordre qu'on donne à la machine pour faire quelque chose, quoi. Donc voilà, quelques exemples peut-être pour insister un petit peu là-dessus, quoi. Donc entre la différence entre append et le plus. Donc je prends une liste L avec un 2, 3 dedans. Si je fais L égale L plus 4 et que je demande L, qu'est-ce qui va m'afficher? Je vais regarder s'il y a des trucs. Non, je regarde à rien. Là, il y a bien, là, si je lui demande L, là, il va bien me dire que c'est la liste 1, 2, 3 et 4. En revanche, voilà. Et si j'ai L 1, 2, 3, si je fais L.append de 4, voilà, et que je redemande L, à ce moment-là, j'aurai bien aussi, hein, quand je demande L, que c'est 1, 2, 3 et 4 aussi, dans L. Ouais, exact, Ariane. Ouais. Bon, avec les virgules, les points d'interrogation, les virgules qui sont transformées en points d'interrogation, mais c'est pas très grave. Alors, différence entre mutable et immutable. A égale 1, B égale A égale A plus 1, B. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Combien vaut A à la fin? Donc, A valait 1, et ensuite, je l'incrémente. Donc, maintenant, A vaut 2. Et le B, combien vaut-il? Bah, A égale 1. Ensuite, B reçoit A. Donc, maintenant, B contient 1. A égale A plus 1, bah, ça change le A, mais B, il vaut toujours 1, en fait. Donc, je pense que, Ariane, tu me répondais pour le A, on va dire ça. Ouais, B égale 1, exactement, ouais. Précisez-le bien dans le chat, ce que vous voulez dire, parce que sinon il peut y avoir une ambiguïté, quoi. Si je faisais la table des valeurs ici, entre A et B, ici, ici A vaut 1, bon B j'en sais rien. Ici B reçoit A, bon A il vaut 1, donc maintenant B vaut 1, A il n'a pas changé. A égale A plus 1, bah, ça change le A, maintenant vaut 2. Et B ensuite, bah, B il n'a pas changé, il vaut 1. D'accord? Le fait de faire A égale A plus 1, ça ne change que A, quoi. Donc c'est ça qu'on veut illustrer par le fait que c'est immutable. Donc évêque de la nuit blanche, tu avais trouvé la bonne réponse. Alors, regardons à côté maintenant avec les listes. Donc j'ai une liste L égale 1, 2, 3. P reçoit L. Ensuite, L, je lui rajoute 4 à la fin. Donc je modifie L pour lui rajouter 4 à la fin. Et ensuite, je demande P. Bon, L, on se doute que à l'issue de ça, L, il vaut 1, 2, 3, 4. Hein, et P vaut, eh ben, il vaut aussi 1, 2, 3, 4. Parce qu'en réalité, quand on a fait P égale L, eh ben, en fait, P et L, ça référence la même liste. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer, non, c'est juste pour vous montrer, là, effectivement, là, vous redites 1, 2, 3 parce que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué sur les nombres, mais en fait, je suis en train de vous dire que ça ne s'applique pas sur les listes, en fait. Hein. D'accord? Les listes, c'est différent. Faites gaffe à ça, c'est que, bon, d'une manière générale, évitez de donner des noms différents à la même liste. Hein. Donc, quand vous faites P égale une autre liste, en fait, ça reste la même liste, en fait. Hein. Donc, si je rajoute un élément dans la liste L, je modifie L et donc ça va modifier P. Voilà, c'est juste pour que vous fassiez attention à cela. Donc, méfiez-vous des mélanges de styles. Hein. Donc, L égale la liste à 2, 3. L égale append de 4. Combien vaut L à la fin?
Je vous écoute. Bah, il y a un piège, hein, bon, alors Lucie, c'est bien, mais c'est bien de mettre des crochets quand tu écris des listes, en fait. Parce qu'il y a forcément des crochets pour des listes. Bon, alors c'était ça le piège, en fait, quoi. Donc en fait, non, elle vaut non. Elle vaut non et je vous l'ai expliqué là, juste ici, quoi. Je reviens en arrière ici, parce que happen, ça renvoie toujours non, en fait. Donc bon, vous êtes tous tombés dans le piège, mais le but c'était que vous tombiez dans le piège, donc c'est pas très grave. Ah, tu trouves pas les crochets sur le Mac? C'est pomme shift et les parenthèses, quoi. Ou avec un alt. Je ne sais plus parce que moi j'ai un clavier QWERTY sur le Mac. Anyway. Donc ça c'est interdit ça. Faut pas écrire des trucs pareils, quoi. Ça n'a pas de sens, hein. Donc ça a un sens d'écrire L égale L plus la liste 4 pour concaténer l'ancienne liste avec la liste qui contient 4. Parce que ça produit une nouvelle liste. Par contre, L.P ne produit pas une nouvelle liste, hein. Il la modifie la liste, hein. Et s'il modifie la liste, et il renvoie none. Comme print affiche un truc sur l'écran, il renvoie none aussi. C'est un truc qui fait. C'est pour ça qu'on appelle ça des instructions, c'est que ça ne fait. Ça modifie des variables, quoi, mais ça n'est pas une expression, ça ne vaut pas quelque chose. Enfin, le seul truc qui vaut, c'est none, en fait. Alors, les 4 entre parenthèses, oui, parce qu'à peine c'est une fonction, en fait, hein. Donc, comme toutes les fonctions, on met les arguments entre parenthèses. Ça, comme bon, alors, on va avancer un petit peu, c'est-à-dire en regardant un petit peu sur des exemples concrets, comment ça fonctionne comment fonctionnent les listes. Et vous verrez en fait qu'il y a pas mal d'exos, en fait, c'est toujours la répétition du même schéma, hein. C'est ce qu'on va voir ensuite. Donc, donner une fonction liste paire qui construit la liste des entiers pairs de 1 à n. Enfin, les entiers pairs de 1 qui sont contenus dans n, dans un n. Bon. Alors, la première chose, c'est bien comprendre le problème, hein. Donc, liste paire, par exemple, alors, je ne sais pas s'il y a la réponse directement. Oui, avant de regarder la réponse, si je voulais déjà savoir, à la limite, hein, vous devez déjà savoir écrire les asserts avant d'écrire la fonction, hein. Donc, si je voulais écrire les asserts, liste paire de 9, ça devrait me donner quoi? Donc, d'après l'énoncé, là, liste paire de 9, ça veut dire que ici, le 9, c'est n. Donc, je vais la construire les listes des entiers pairs de. Oui, mais seulement les paires. Non, non, là, c'est l'écriture évêque, là, c'est l'écriture mathématique, là. Donc, c'est les listes d'entiers pairs qui sont contenues dans l'intervalle 1 à n, donc moi, 1 à 9. Donc, c'est quoi les listes des entiers pairs qui sont compris dans l'intervalle de 1 à 9? Donc, 1, il n'y est pas, évidemment, puisqu'il n'est pas pair. On commence à 2. Ensuite, il y a 4. Voilà, 2, 4, 6, 8, vous avez tous compris maintenant. Parfait. Donc là, première étape là, pour résoudre un problème, c'est bien comprendre ce qu'on nous demande. Et donc, ça revient à dire de savoir déjà écrire les asserts à l'avance, quoi. Donc, voilà. Donc maintenant, on sait ce qu'on veut. Donc, hop, on regarde. Hop, la réponse est déjà écrite. Donc, définir une liste paire, donc toujours la même syntaxe de Python, de Mister Python a priori. Donc, on définit liste paire, donc qui prend un entier n qui est un entier, et qui renvoie une liste d'entiers. Alors, il y a une précondition, c'est que n doit être supérieur ou égal à 1, hein, parce que dans l'énoncé, on nous disait que ça commençait à 1. Et retourne la liste des entiers pairs dans l'intervalle 1n. D'accord? Et ça, c'est vraiment la notation mathématique, hein. Donc là, il n'y a pas l'histoire de. Bah, ce qu'il faut vous dire, c'est que en notation mathématique, c'est l'histoire de range et tout ce qu'on va voir à chaque fois avec le deuxième élément exclu, c'est que c'est toujours des intervalles qui ont cette tête-là, en fait, hein. Donc le range, c'est toujours un intervalle de cette tête-là. Et puis on verra que pour trouver des sous-listes et tout ça, c'est encore des intervalles de ce type-là. Et on avait déjà vu aussi que pour les chaînes de caractères, pour extraire une sous-chaîne, on écrivait aussi des choses qui étaient des intervalles de ce type-là. Mais bon, si mathématiquement on vous donne un intervalle comme ça, bah n il est bien là, il est bien compris, hein. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, comment faire pour retourner une liste des entiers dans l'intervalle 1n? Bah, on va construire la liste au fur et à mesure. Donc, pour construire une liste, c'est toujours la même chose. On part d'une liste L qui est vide,
Là, je la déclare comme étant une liste d'entiers parce que je sais que c'est une liste d'entiers que je veux avoir à la fin. Donc, je la prends vide au départ, donc crochet, crochet. Je déclare un entier i pour pouvoir ensuite itérer. Donc ici, vous voyez bien, là, j'itère pour toutes les valeurs de i entre 1 et là, j'écris bien n plus 1, là, hein, pour avoir le n. Hein, parce que dans le range, cette valeur-là sera exclue. Hein. Donc le n plus 1 est exclu, du coup, le n, il est inclus. Donc pour tous les i qui sont dans cet intervalle-là, si i%2 égale à 0, ça veut dire, est-ce que si le reste de la division de i par 2 est nul, autrement dit, si le reste de la division de i par 2 c'est nul, c'est-à-dire si i est pair, d'accord, donc c'est ça que ça veut dire. Si i est pair, à ce moment-là, je prends le L et je le modifie en insérant à la fin la valeur i. D'accord, ouais, Ariane, c'est correct. Donc, je lui insère la valeur i à la fin. Et comme i, il est pair, donc j'insère des valeurs paires. Et comme je les parcours les i dans l'ordre croissant, et ben ça va m'insérer à la fin dans l'ordre croissant aussi. Hein. D'accord, à chaque fois. Donc ajout en fin directement dans la liste L. Hein. D'accord, donc c'est un ordre. Hein. Ça veut dire modifie L pour lui mettre i à la fin. Donc sinon ne rien faire, c'est pour ça qu'il n'y a pas de else. Hein. Parce que pour tous les nombres impairs, on ne va rien faire. Une fois qu'on a terminé toute cette... alors remarquez bien, j'insiste ici parce que j'ai aussi un groupe de TD et à chaque fois, il y a encore du mal avec ça. Là, c'est bien, tout est décalé ici parce que tout ce que j'ai mis en bleu là est répété par la boucle for. C'est ce qui est répété pour chaque valeur de i. Et là, à l'intérieur du if, ici, là, ça c'est décalé parce que c'est ça qui est conditionné par le if. Hein. Donc les décalages sont hyper importants. Alors, petite remarque, hein, on aurait pu écrire L égale L plus I entre crochets hein, à la place du append. Ça aurait été correct aussi. Hein. Moins efficace, mais ça aurait été correct. C'est pour ça qu'il y a marqué que c'est efficacité moindre. Hein. Pourquoi c'est moins efficace? Parce que ça reconstruit une nouvelle liste, hein, donc il faut déjà recopier l'ancienne liste et ensuite lui mettre le i à la fin. Alors qu'ici, il n'y a pas de recopie, là, a priori. En moyenne, il n'y a aucune recopie qui est faite. Donc on modifie directement la liste L en lui rajoutant une valeur supplémentaire. Alors, si je simule l'appel à liste paire de 7, alors je sais déjà que je vais obtenir 2, 4, 6 à la fin, hein, parce que on a déjà vu l'exemple avec 8. Donc, comme d'habitude, hein, pour faire une simulation, première colonne, on écrit tour de boucle, hein, et avec entrée et chacun des tours de boucle jusqu'à la sortie. Ensuite, les différentes variables qui sont modifiées à l'intérieur de la boucle. Donc, il y a évidemment la variable i, qui était la variable ici du for. Donc, il va parcourir toutes les valeurs, successivement 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la valeur n. Et la variable L, qui est la variable de la liste, hein, qui est modifiée par le append. Après, on verra s'il y a un invariant. Ça, c'était l'objet du cours... c'est les cours d'avant, ouais? Non, oui. Je ne sais plus, c'était le cours d'avant ou cours avant. Je vous rappelle que les invariants, ça rapporte peu de points dans les évaluations. C'est toujours une ou deux questions, hein, donc c'est pas là-dessus que vous devez vous focaliser en priorité. Donc, à l'entrée de la boucle, au début, il n'y a pas de variable i, hein, avant d'entrer dans la boucle, et la variable L, je l'ai initialisée à vide, c'est ici. Hein. Donc, au début, i, là, il n'a pas de valeur, et L, il est initialisé avec la liste vide ici. À la fin du premier tour donc au début du premier tour, à la fin du premier tour de boucle, i après la valeur 1, et la variable L est toujours vide. Pourquoi? Donc quand je suis rentré dans la boucle ici, et que je l'ai exécuté, donc pour la première valeur, c'était pour 1. Quand j'exécute pour 1, je regarde est-ce que 1 est pair? Non, c'est pas le cas, donc il ne fait rien. Et donc à la fin de ce premier tour, i vaut bien 1, et la liste L n'a pas été modifiée, donc elle va être toujours vide. Donc c'est ce qu'on trouve ici. 1 est vide. Quand je fais un deuxième tour, donc au deuxième tour, i continue d'itérer à l'intérieur de la séquence ici, donc maintenant il vaut 2,
Est-ce que 2 est pair? Oui, donc à ce moment-là, comme i est pair, i qui vaut 2, je rajoute le 2 à la fin de L. Donc ça modifie L et donc maintenant, c'est la raison pour laquelle maintenant il y a 2 dans L. Donc après, les étapes suivantes sont identiques, hein. Donc à la fin de la boucle 3, comme 3 est impair, ça ne va pas modifier. Puis ensuite avec 4, 4 est pair, donc il va s'ajouter, etc., etc. Et à la fin du dernier tour, la dernière valeur prise par i ici, comme on l'a appelé avec 7, n égale 7, donc c'est range 1, 8. Comme 8 est exclu, la dernière valeur que prend i, c'est 7. Est-ce que 7 est pair? Non, donc il ne va rien faire. Donc le dernier tour, i vaut 7, il ne fait rien. I vaut 7, il ne fait rien. Et il sort de la boucle. Et à la sortie de la boucle, on a bien 2, 4, 6. Alors maintenant, on vous demande, là, je vous demande, c'est quoi l'invariant de boucle là-dedans? Bon. Alors, malgré le fait que ça rapporte peu de points et que si vous comprenez pas trop ce que sont les invariants, c'est pas très grave, hein, à partir du moment où vous maîtrisez tout le reste. En gros, l'invariant, c'est un truc qui est vrai, une expression mathématique qui est vraie avant l'entrée dans la boucle, à la fin de chaque tour de boucle et évidemment à la sortie de la boucle. Bon, comment trouver cet invariant? Alors évidemment, votre boucle, elle vous sert à calculer quelque chose. Ici, à calculer une liste qui à la fin vaut 2, 4, 6. Et faut bien vous dire que, alors, une question d'Idir, si le dernier tour était pair, on ne se serait pas sorti de la boucle. Bien sûr que si. Non, ce qui fait sortir de la boucle, en fait, Idir, c'est juste la dernière valeur qui est écrite ici. Là, comme n valait 7, hein, ici, on avait fait des trucs avec 7. Ici, ça faisait 7 plus 1, donc ça faisait 8. Donc il s'arrête à, comme 8 est exclu, il s'arrête à 7. Mais si on avait, comme tu dis, si on avait eu un nombre pair, si n valait 8, bah là on serait allé 8 plus 1, bah ça fait 9, donc 9 exclu, donc en fait il se serait arrêté à 8. Et donc en s'arrêtant à 8, bah il aurait vu que 8 était pair et puis il aurait rajouté le 8 à l'intérieur, quoi. Et il se serait arrêté de toute façon, puisque la condition d'arrêt, c'est celle qui est marquée ici dans le range. Donc il n'y a pas de problème de sortie de boucle, hein. C'est juste que la fin du tableau aurait été légèrement différente. C'était que au lieu d'avoir sur les deux derniers ici un truc identique, là on aurait eu un truc de plus avec le 8 en plus, quoi, qui n'aurait pas été répété. Donc je reviens sur l'invariant. Donc une propriété qui est vraie à la fin, donc qui nous dit qu'on a bien produit la bonne liste à la fin, qui est vraie au début et qui est vraie, et il faut qu'elle soit vraie au fur et à mesure, c'est-à-dire à la fin de chaque boucle. Alors faut vous dire qu'en fait, quand il a produit la liste de 4, 6, il a fait un certain nombre de tours de boucle, hein. Il n'a pas fait des tours de boucle en faisant n'importe quoi et puis subitement, dès que je sors de la boucle, pouf, il y a le résultat qui est arrivé, quoi. C'est pas comme ça que c'est passé. On a construit la liste au fur et à mesure. Et en réalité, quelque part, les listes intermédiaires qu'on a obtenues ici, c'est comme si on avait appelé la fonction en fait sur avec une valeur inférieure, hein. Au lieu de faire liste paire de 7, ça serait liste paire de 4 ou liste paire de 5 et ça serait liste paire de 2, ça, ou liste paire de 3. D'accord? Donc vous voyez bien, encore en fait, c'est des listes paires qui augmentent au fur et à mesure, hein. Donc l'idée, en fait, c'est l'invariant de boucle, ça va être de dire que la liste L contient tous les entiers qui vont de 1 jusqu'à un certain k, en fait, tous les entiers pairs qui sont dans l'intervalle 1k. Où k, c'est en fait, c'est l'intervalle 1i, parce que l'intervalle s'appelle 1i, en fait. Donc là, on a bien tous les entiers pairs de l'intervalle 1, 1, tous les entiers pairs de l'intervalle 1, 2, ici tous les entiers pairs de l'intervalle 1, 3, tous les entiers pairs de l'intervalle 1, 4, voilà. Et c'est ça notre invariant, qui nous fera dire qu'à la fin, on aura tous les entiers pairs de l'intervalle 1n, ce qui est bien ce qu'on voulait que la fonction fasse. Alors, hop, donc ça écrit là, elle contient donc l'invariant c'est ça, elle contient la liste des entiers pairs de 1i. Voilà, pour le i qui est écrit ici. Et en fin de boucle, évidemment, comme i, à la dernière itération, il vaut n, on a bien dans L la liste des entiers de 1 à n, ce qui est exactement ce qu'on voulait en fait. D'accord? Donc c'est pas forcément très compliqué des histoires d'invariant de boucle, hein. C'est juste de voir que
En fait, on calcule le résultat de proche en proche. Il faut juste écrire c'est quoi ce résultat intermédiaire qu'on a à chaque fois, en fonction d'éléments de la boucle ici qui est la variable i. Bon, j'insiste pas trop plus que ça parce que comme je dis, c'est pas ce qui rapporte le plus de points. Donc cet invariant-là, évidemment, il est vrai tout le temps. Alors, on va revoir d'autres éléments de syntaxe maintenant sur les listes. On peut accéder directement à un élément de la liste. Donc pour accéder au IM plus 1 M élément de LSEL, on fait L de I. Alors pourquoi c'est écrit bizarrement comme ça? C'est parce que la numérotation commence à 0, ce qui était déjà le cas pour les chaînes de caractères. Donc c'est-à-dire que le premier élément de la liste, c'est L de 0. Mais c'est bizarre de l'appeler premier. Donc évitez les premiers, deuxième, troisième, quoi, parce que ça fait une confusion par rapport à l'indice qui est écrit ici. Dites plutôt l'élément d'indice 0, l'élément d'indice 1, l'élément d'indice 2. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que le premier, c'est l'élément d'indice 0, donc c'est quand même un peu bizarre. Et le deuxième, c'est l'élément d'indice 1. Donc c'est un peu bizarre, à moins qu'on s'autorise de dire que le premier élément, c'est le zéroième. Donc pour éviter ce genre de truc, évitez de dire premier, deuxième, dites l'élément d'indice est donné un nombre. Donc, très important, si L, c'est une liste d'éléments T, alors L crochet I, lui, il est de type T. D'accord? Donc, si j'ai une liste d'entiers ici, si L est une liste d'entiers, L de I, ça sera un entier. C'est-à-dire je récupère un élément de la liste. D'accord? Et un élément de la liste, c'est pas une liste. C'est l'élément, en règle générale. Si j'ai une liste d'entiers, un élément de cette liste est un entier. Donc c'est comme les chaînes de caractères, donc avec une différence de typage. Et comme pour les chaînes de caractères, ça commence à 0, très important. Donc c'est par exemple, j'ai une liste ici qui est la liste 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 65. Donc qui s'écrirait, si je l'écrivais sous la forme d'une liste avec ouvrir un crochet, puis je mettrais des virgules comme ça. Donc si c'est cette liste-là, je vais faire le crochet là, et ben les indices, ils vont de 0 jusqu'à 9. Et l'élément d'indice 0, c'est le premier élément, c'est le 1, quoi. L'élément d'indice 1, c'est un 1, l'élément d'indice 2, c'est un 2, l'élément d'indice 3, c'est un 3, l'élément d'indice 4, c'est un 5, etc. Donc, on croit reconnaître la suite de Fibonacci ici, ce qui n'a pas tellement d'importance. Et on a aussi un indice inverse, comme c'était le cas pour les chaînes de caractères, si vous avez bien écouté la dernière fois. On peut aussi utiliser l'indice moins 1 pour représenter le dernier élément de la liste. Et moins 2 pour l'avant-dernier, etc., etc., etc. D'accord? Qu'est-ce que j'ai ajouté là-dessus? Bon, rien de spécial. Donc, évidemment, il y a combien d'éléments dans cette liste? Ça vous prend une seconde à l'écrire dans le chat. Combien elle a d'éléments, ma liste? Il n'y a pas besoin de compter. Puisqu'il y a déjà les indices qui sont écrits ici. Il y en a 10, ouais, exactement. Donc, très important, en fait, quand vous avez une liste qui a 10 éléments, une liste L qui a 10 éléments, vous ne pouvez jamais écrire ça. D'accord? C'est puisqu'on commence à compter à partir de 0, il n'y a jamais de dixième case dans une liste à 10 éléments. La dernière case, elle porte le numéro 9. D'accord? Parce qu'on commence à compter à partir de 0. Donc retenez ça très très important parce que ça vous allez écrire tout le temps, quoi. À chaque fois que vous saurez que votre liste elle fait 10 éléments, vous allez essayer d'accéder à L de 10 et ça va faire vous allez le faire insulter par Mister Python. D'accord? Donc très important, on compte à partir de 0. Donc ça change quelques trucs, quoi. Alors on peut aussi découper les listes, c'est-à-dire récupérer des sous-listes. Donc, on accède à la sous-liste de la liste L qui commence à l'indice I et finit à l'indice J exclu. Alors, I inclus, J exclu. Alors, I inclus, il n'y a pas de... S. Si, c'est exclu. Incluse, ça c'était bon. C'est exclu qu'il n'y a pas de S. Voilà, donc, exemple, donc si j'ai une liste L, une liste d'éléments, quoi, si je peux utiliser la syntaxe L crochet, un nombre I là, 2 points, un nombre J ici.
Et comme pour les ranges, I il est inclus et J il est exclu. Alors par exemple, donc on peut écrire des trucs. Alors si je prends mon exemple précédent là, si ça c'est ma liste L, si je demande L 3, 6. Alors c'est pas une virgule, c'est un 2 points. Donc c'est l'ensemble c'est la sous-liste hein, qui va utiliser les, alors 2 points. C'est quelle liste? L3, 6 là. C'est la liste pour les indices qui sont dans le range de 3 à 6. Donc, dans le range de 3 à 6, je vais l'entourer ici, le range de 3 à 6 en jaune. Le range de 3 à 6, c'est ça, mais sans le 6. Hein. D'accord? Ouais, mais alors, ouais, avec, attention. Hein. Donc, le range de 3 à 6, là, je l'ai entouré en jaune, c'est 3, 4, 5. Et dire aussi. Hein. Donc, ça va être, maintenant que je vous ai bien aidé, ça va être la liste 3, 5 et 8. D'accord? Donc c'est comme le range, hein. Il n'y a pas une règle quelque part, une exception à côté, quoi. C'est la même règle pour le range et pour les sous-listes comme ça, qu'on avait déjà vu aussi pour les sous-chaînes de caractères, c'est exactement la même chose aussi, hein. C'est la même syntaxe en plus. Donc c'est la liste pour les indices qui vont sur le range 3, 6, donc pour les indices 3, 4 et 5. Hein. Donc c'est pour les indices 3, 4 et 5, les éléments dans ma liste, c'est 3, 5 et 8. Alors pourquoi on ne prend pas le 13? Parce que 13 c'est 6 et 6 est exclu là. C'est comme les ranges, on prend jamais ça correspond aux intervalles, à l'intervalle 3 compris jusqu'à 6. 3, 4, 5, 6 exclus, quoi. Donc le 6, on ne le prend pas. C'est comme ça. C'est la question est plus élevée que ça. C'est pourquoi on ne prend pas le 13? Parce qu'on ne prend pas le 6. C'est pour cette raison-là. Car si c'est exclu. Exactement. Alors, par contre, Anastasia, je ne sais pas où tu as sorti le. Alors, est-ce que c'est la même chose que. Alors, il y a des. Pourquoi tu me rajoutes un égal, Anastasia, devant le crochet, quoi? Il n'y a pas d'égal là. N'invente pas des conseils de survie là, n'invente pas des choses. Hein. Essaye de vraiment respecter ce qui est écrit maintenant que tu arrives à faire les crochets sans problème. Donc il n'y a pas de égal là, n'invente pas, quoi. Sinon, ça ne veut plus rien dire, quoi. Donc est-ce que le 3, 6, c'est la même chose que moins 7, moins 4? Bah, voyons voir. Moins 7, moins 4, oui, ça serait la même chose, quoi. Exactement. Donc L moins 7 moins 4, il nous donnerait exactement la même chose, donc c'est tout à fait correct, tu as bien compris. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Alors ça, c'est très important de pouvoir répondre à ce genre de petites questions parce que ça nous dit si vous avez bien compris les histoires de type ou les choses comme ça, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça et de ça? Est-ce que vous pensez que c'est la même chose? Ou est-ce que vous pensez que ce sont deux choses différentes? Et pourquoi elles sont-elles différentes à ce moment-là? Toujours avec mon exemple. Hein. Pareil, pas pareil, bah, allez-y, on fait un sondage. Hein. C'est deux choses différentes, voilà. Bon, alors on peut partir sur cette idée-là. Alors, et pourquoi elles sont différentes? Ok, vous êtes plusieurs à penser que c'est différent. Alors, et quelqu'un qui me dit que c'est la même chose puisque si c'est exclu. Voilà, donc Maginesti, tu as bien compris un truc, effectivement. Et Ariane aussi, vous avez bien compris que le 6 est exclu, donc ça c'est bon, quoi. Ça vous le gardez. Tout ça, ce truc que vous avez compris là, que le 6 est exclu, ça vous le gardez. Mais il y a quand même une différence, quoi. Alors maintenant, il y en a encore plus qui pensent que c'est pareil. Bon, donc c'est pas la même chose en fait. Alors je vais remontrer ici.
Alors, si L est de type liste de T, alors L d'un truc avec un 2 points à l'intérieur, c'est aussi une liste, hein, d'accord? Donc si j'ai une liste d'entiers là, là c'est une liste d'entiers aussi. Non. Ouais, la valeur n'est pas la même, s'ils sont de types différents, la valeur peut pas être la même, hein, donc effectivement, tu as bien vu que Icar que les, euh, que les valeurs sont, enfin, que les types sont différents. Après, ils se ressemblent quelque part, quoi. Donc, c'est quoi L de 5? L de 5, je vais l'indice 5, hop, c'est 8. Lui, c'est 8. Et lui, c'est quoi? Ça, c'est a priori Icar, toi, tu as la bonne réponse. Lui, c'est liste de 8. Et c'est pas la même chose. D'accord? Alors, quand tu dis ils ont la même valeur, non, ils n'ont pas la même valeur. Là, ça, c'est 8 et là, c'est une liste de 8, quoi. Bon, on peut dire que cette liste-là, à un seul élément, elle contient une valeur qui est la même que celle-là. Ça, c'est correct de dire ça comme ça. Mais effectivement, là, ça, c'est un int et ça, c'est une liste de int. D'accord? Donc, évidemment, c'est pas la même chose. Le 8, ensuite, c'est un nombre. Je peux lui ajouter un autre nombre, faire des choses comme ça, quoi. Alors que ça, c'est une liste. Bah, c'est une liste, donc je peux lui ajouter un élément en plus derrière ou voilà, c'est ce qu'on peut faire, mais c'est pas les mêmes choses, quoi. Ensuite, raccourci. On peut écrire L, I 2 points et puis rien derrière, ça revient à dire L de I jusqu'à la fin, en fait, hein. D'accord? Vous vous souvenez bien aussi que la longueur ici, elle n'est pas comprise, mais ça pose pas de problème, hein, ce qu'on avait dit tout à l'heure avec le 10. Donc là, si j'écris rien derrière, ça va jusqu'à la fin. Si j'écris rien devant, ça veut dire que je commence au début, avec 0. Voilà. Donc ça va être assez intuitif, hein. Si j'écris rien, après c'est la fin. Et si j'écris rien au début, c'est le début. Et si j'écris rien ni au début ni à la fin, ça va être la liste avec tous les éléments qui vont de 0 à longueur de L exclu. Donc ça va bien comprendre tous les éléments de la liste. Et là, on pose la question, est-ce que c'est L? Bon, je vais vous répondre tout de suite, non, c'est pas L, hein. C'est une copie de L, hein. D'accord? Donc quand vous écrivez un truc comme ça c'est pas L, ça produit une nouvelle liste qui est une copie de L. Bon, ça pourrait être pratique si vous voulez copier des listes, mais ça arrivera assez peu souvent, quoi. Voilà, donc, mais bon, ça c'est vraiment du folklore. Ça c'est très important de ne pas confondre que quand il n'y a qu'un seul nombre, on va récupérer l'élément, et quand il y a deux nombres séparés par un 2 points, ça c'est vraiment, on avait une liste au départ, on a une liste à l'arrivée qui est plus petite, quoi, qui a un extrait de la liste initiale, quoi. Et on peut extraire évidemment des listes qui n'ont qu'un seul élément, quoi. Et ça reste quand même des listes, hein. D'accord? C'est quand vous avez un sac et qu'il y a plein de choses à l'intérieur, hein, vous avez un sac à main avec votre portefeuille, votre permis de conduire, un porte-monnaie, une attestation de sortie, bon. Et si vous avez le même sac à main avec juste une attestation de sortie dedans, bah, ça veut pas dire que votre sac à main est devenu une attestation de sortie, quoi. Ça reste un sac à main dans lequel vous avez une attestation de sortie dedans. D'accord? Bon, et la plupart du temps, en fait, quoi, vous allez beaucoup utiliser cette syntaxe-là, donc pour récupérer un élément dans la liste. Vous allez aussi, de temps en temps, extraire une sous-liste comme ça, moins fréquemment. Et ça, vraiment, ça, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment à l'aise, quoi, et qui ont envie d'abréger un petit peu, hein. Mais évidemment, c'est pas nécessaire. Et même entraînez-vous à bien écrire les deux éléments I et J, et comme ça, vous n'aurez jamais de problème. Alors, quelques petits exemples ici, là, on va le faire ensemble. Alors, donc si j'ai une liste A qui contient ces éléments ici, donc c'est une liste de chaînes de caractères, donc son titre c'est liste de str. Donc ici ce sont les indices, 0, 1, 2, 3, 4, 5, avec les indices à l'envers aussi, et il y a des différents éléments dans chaque case ici. Donc combien vaut A 2.4? Donc comme il n'y a rien devant le 2 points, ça veut dire que c'est comme s'il y avait un 0. Donc A de 0 à 4. Donc je vais prendre les indices de 0 à 4 en excluant le 4.
C'est ça. Et donc, on va voir ces ailes de géant exactement. Vous avez trouvé ça correctement. Donc ça, c'est bon. Parfait. Alors, j'avance un peu vite. Donc, A4 2 points. Donc, A4 2 points. Donc, c'est 4 jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, ça donne bien l'empêche de marcher. D'accord? Donc, quand il n'y a rien derrière, ça revient à écrire longueur de L. C'est quoi la longueur de L ici? Bah, c'est 8. Hein. D'accord? Donc, c'est bien compatible. Hein. Il y a toujours le 8 exclu, donc ça s'arrête au 7. Mais là, il n'y a même pas besoin de le savoir. C'est 4 jusqu'à la fin. Donc, 4 jusqu'à la fin, c'est l'empêche de marcher comme vous l'avez tous trouvé. Là. Hop. Et A de 8 à 10. Alors, pourquoi le 4 est exclu? Ici, là, parce que c'est toujours comme ça, il dit. Hein. Toujours, toujours. Que ce soit un range, que ce soit la notation avec 2 points, l'élément qui est à droite de 2 points, le deuxième élément, il est toujours exclu. Toujours exclu, c'est comme ça. C'est comme ça. A de 8 à 10, ça va de 8 à... C'est comme un range qui va de 8 à 10. C'est les valeurs 8 et 9. Quoi. Donc 8 et 9. Qu'est-ce que ça fait? Rien, non, bah ça plante en fait. Quoi. Non, il va carrément vous insulter, il va dire que c'est pas bon du tout, que vous êtes sorti du tableau. En fait, hein. Ah non, ok, je retire ce que j'ai dit. Donc en fait, le truc répond toujours en fait, même quand vous donnez des faux trucs. Hein. Donc la liste 8 à 10, ça serait les listes des éléments qui se retrouveraient en fait ici, avec 8 qui serait là, 9, 10 exclu quoi. Mais comme il n'y a rien, en fait, il renverra la liste 8. Donc là, il ne produit pas d'erreur. Alors, si tu me 37, etc., si tu veux que je reprenne, il faut me dire à partir d'où. Hein. Parce que sinon, ça va être compliqué pour moi de. Si je dois reprendre depuis le début, on va jamais finir le cours. Donc là, c'est la liste vide en fait, quoi. D'accord? Donc il extrait. Donc quand on demande d'extraire, en fait, il renvoie toujours une réponse. De la même manière, en fait, A423, on va le voir ici. Si je demande A de 4 à 23, eh ben, je vais partir de l'indice 4 et je vais aller jusqu'à l'indice 23. Mais en réalité, ça va s'arrêter avant, parce qu'il n'y a pas d'indice 23 évidemment, quoi. Donc il va s'arrêter, bah, il va prendre ce qu'il a réussi à récupérer. Hein. Donc c'est-à-dire l'empêche de marcher. Vérification. Voilà, l'empêche de marcher. Donc avec la syntaxe avec le 2 points, a priori, vous n'avez pas d'erreur. Hein. Vous n'avez pas d'erreur possible, contrairement hein, à cette notation-là. Hein. Quand vous utilisez cette notation-là, si vous sortez des bornes du tableau, là, il vous insultera. Quoi. Il vous dira vous êtes sorti des bornes du tableau. Je ralentis un peu parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de connexion. Alors, aile de géant, je comprends. Alors, pourquoi tu comprends pas ces ailes de géant, le premier. Bon, alors, je vais revenir au premier. Je vais essayer d'effacer. Ok, là. Hop. Bon. A 2.4. Alors là, c'est écrit ici. Quand j'ai L, un truc 2.4, c'est la même chose, ça, que A de 0, 2.4. Et cet intervalle-là, qui s'écrit en Python crochet 0, 2.4, il correspond à un intervalle mathématique des entiers qui vont de 0 jusqu'à 3. Ou qui peut se noter aussi 0 jusqu'à 4, mais 4 exclu en fait. Donc quand on écrit rien 2.4, le rien en fait, ça revient à écrire un 0. Hein, c'est ce qui est écrit ici, c'est comme ça. Donc si on omet quelque chose, ça veut dire qu'on part de 0. A0 2.4, ça correspond aux intervalles, mais comme pour le range 0,4, le deuxième élément est toujours exclu. Hein, donc ça fait les éléments 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Donc c'est pour ça que si j'extrais de la liste uniquement les indices qui vont de 0 à 3, ça vous donne bien ces ailes de géant. Voilà. J'espère que là, cette fois-ci, tu as compris. Sinon, je pense que tu pourras te le faire expliquer en TME ou revoir la vidéo jusqu'à ce que tu comprennes un peu mieux. Quoi. Alors, itération sur une séquence. Donc, on peut itérer sur les séquences grâce à la boucle for qu'on avait déjà vue la dernière fois qui nous permettait d'itérer sur les chaînes de caractères.
Donc la boucle for, on rappelle ici, hein, on écrit pour une variable dans, et puis ici on écrit une séquence. Une séquence, ça peut être un range, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être une liste qu'on vient de voir maintenant. On répète tout ce qui est décalé là, donc l'ensemble de ces instructions-là, elles sont répétées autant de fois qu'il y a d'éléments dans la séquence. Et une fois que c'est terminé, on passe à l'instruction suivante ici. Donc c'est expliqué ici, là, ce que je viens de dire. Voilà. Donc la manière dont c'est expliqué là, comment on itère là-dedans, c'est juste un rappel de la dernière fois, quoi. Donc var va prendre successivement les différentes valeurs qui sont dans la séquence. À la première valeur, il va exécuter tout ça. Hop, ensuite il va prendre sa seconde valeur, il va exécuter tout ça. Il va prendre sa troisième valeur, il va exécuter tout ça. Ensuite var prendra la quatrième valeur, il va exécuter tout ça. Et puis quand var prendra la dernière valeur, il va exécuter tout ça et il va sortir. Donc pas de compliqué, rien de compliqué là-dedans. Et donc pour les listes, c'est pareil, hein. Donc pour les listes, hein, c'est pour un élément E dans la liste L, et ben, il va exécuter tout ça pour le premier élément E de la liste. Puis ensuite, E va valoir le deuxième élément de la liste, il va exécuter ça. Puis E va valoir le troisième élément de la liste, il va exécuter ça. Puis, etc. Jusqu'à ce que E va le dernier élément de la liste, il va exécuter ça, il va sortir. Donc ça veut dire qu'il va exécuter tout ça pour chaque élément de la liste successivement. Et si la liste là était vide, eh ben, il sauterait directement ici, hein. Parce que pour chaque élément de la liste vide, il n'y en a pas, donc il passerait directement là. Donc c'est un peu ce qui est expliqué ici, hein. Vous pourrez le regarder à théâtre opposé si vous voulez. Alors, maintenant, on va voir les différents types de problèmes que vous allez rencontrer en TD et puis en contrôle quand vous demandez de manipuler des listes. Alors, il y a des problèmes qu'on appelle des problèmes de réduction. Bon, ça, c'est du vocabulaire. Bon, qui est important. Vous pouvez le retrouver dans le livre, réexpliqué aussi de manière écrite. C'est pas important de connaître les noms là. Ce qui est plus important, c'est savoir le faire. Donc, que ce soit très clair. Dans tout ce qu'on parle d'immutable ou machin et tout, ça, vous n'aurez pas de question de cours là-dessus. Le seul truc important dans cette UE, c'est de savoir faire. Donc, on vous pose un problème, vous trouvez une solution et vous l'écrivez en écrivant un code Python qui est correct. C'est-à-dire correct, c'est-à-dire que non seulement que vous ne faites pas insulter par Mister Python, et deuxièmement qu'il est correct, c'est-à-dire qu'il donne toujours la bonne réponse. C'est ça qui est vraiment, mais ça, j'insiste beaucoup pour que vous le compreniez. C'est vraiment ça qu'on attend, c'est savoir-faire, quoi. Là, bon, on vous montre du vocabulaire, c'est pour vous donner un petit peu de théorie et puis essayer de bien cadrer les choses. Mais en réalité, on peut très bien réduire des problèmes, transformer des problèmes, enfin, réduire des listes, transformer des listes et filtrer des listes, sans savoir que ça s'appelle une réduction, une transformation ou un filtrage, hein. On a un problème concret, on le fait, et puis il se trouve que c'est un de ces trois problèmes-là. C'est juste pour vous dire qu'en réalité, il n'y a pas tant de problèmes que ça, et la plupart des exos qu'on va vous demander, ils sont quand même pas mal répétitifs. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu des choses qui sont similaires. Donc pour une réduction, c'est une opération, donc on vous donne une fonction qui consiste à faire une réduction. C'est une fonction qui, à partir d'une liste d'entiers, par exemple, vous renvoie un booléen. Ou une liste d'un certain type T vous renvoie un entier. D'accord? Donc c'est quelque chose qui, à partir d'une liste de plein d'éléments d'un certain type, réduit tout ça en une seule valeur, qu'il soit un booléen ou un entier ou quelque chose comme ça. Donc par exemple, on compte quelque chose dans la liste, hein, on vérifie une propriété dans la liste, ça c'est un truc booléen, quoi. Par exemple, est-ce que tous les éléments sont pairs? Est-ce que tous les éléments sont des nombres premiers? Voilà. Compter quelque chose dans la liste, c'est par exemple faire la somme de tous les éléments de la liste, si c'est une liste d'entiers. Ou, ou compter le nombre d'éléments pairs qu'il y a dedans, quoi, par exemple. Ou bien extraire un élément de la liste. Hein. Donc extraire le premier nombre qui est inférieur à 100, par exemple. D'accord? Donc tout ça, c'est des réductions. On part d'une liste et à la fin, on se retrouve avec une simple valeur. Ensuite, il y a les transformations. C'est qu'on part d'une liste, on se retrouve avec une liste. Pas forcément du même type, hein, mais souvent, ça sera aussi du même type. Donc on modifie certains ou tous les éléments de la liste. Donc par exemple, on remplace tous les éléments par leur double ou par leur carré. Ou on calcule quelque chose pour chaque élément, c'est ce que je viens de dire aussi. Voilà. Alors troisième type d'opération, filtrage. Donc j'ai une liste alimentée et j'obtiens une autre liste du même type.
Donc liste d'entiers vers liste d'entiers, ou liste de flottants vers liste de flottants, ou liste de booléens vers liste de booléens. Et on supprime certains éléments d'une liste en fonction de propriétés. D'accord? Donc on va obtenir une liste qui est plus courte. D'accord? Donc parmi une liste, renvoyer la liste de tous ces éléments pairs, par exemple. Des choses comme ça. Après, il y a d'autres types de problèmes qui ne rentrent pas forcément dans ces catégories-là. Construire une liste à partir de 2 listes, ajouter des éléments dans une liste, etc., etc., etc. Alors, on répète que les listes, elles sont mutables et qu'on n'a pas le droit de modifier les paramètres d'une fonction. Ça, je vous l'ai déjà dit. Si vous les paramètres d'une fonction, vous ne pouvez pas les changer. Donc, ils ne peuvent pas se retrouver. Si vous avez un paramètre d'une fonction, c'est-à-dire un truc qui est entre les deux parenthèses de votre fonction, c'est pas possible de le modifier. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se retrouver à gauche d'un égal. Et pour les listes, il y a un truc supplémentaire, c'est que vous n'avez pas le droit de faire point à peine dessus. Vous n'avez pas le droit de modifier les paramètres. Donc on n'écrit pas de fonction qui modifie une liste. On écrit uniquement des fonctions qui renvoient une autre liste. Donc ça va être toujours le même problème, la même solution, je préfère dire. On l'a déjà vu sur les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, je vous l'ai déjà expliqué. Tous les exemples qu'on avait vus, ça consistait à recopier la chaîne de caractères. Donc vous aviez toujours le même squelette dans lequel on recopiait la chaîne de caractères dans une autre. Et l'autre, elle partait d'une chaîne de caractères vide et puis on lui rajoutait au fur et à mesure des copies des éléments de la première chaîne de caractères. Donc il y avait toujours ce modèle de base dans lequel on copiait une chaîne de caractères dans une autre. Et bien pour les listes, on fera la même chose. Le pattern de base, ça va être je recopie élément par élément la liste dans une autre liste. Ça, c'est toujours pratiquement toujours ce qu'on va faire. Et il y aura juste à rajouter un if ou quelque chose, une fonction, juste pour dire comment les éléments qu'on met dans la nouvelle liste sont modifiés. Donc, exemple, voilà, c'est différent. Ce que j'étais en train de dire, c'était pour tout ce qui était transformation et filtrage, et puis éventuellement ces opérations-là. Pour les réductions, ça va être un peu plus simple parce que les réductions, vous n'avez pas à modifier la liste puisque vous êtes en train de lire la liste pour produire quelque chose. Donc, par exemple, somme liste L, qui retourne la somme des éléments d'une liste L. Donc, par exemple, somme liste de 2, 10, 0, 4, 2, 10 plus 2, 12, plus 4, 16, ça devrait donner 16. Et si on utilise notre fonction liste paire de tout à l'heure, donc somme liste paire de 6. Liste paire de 6, normalement, ça va nous donner la liste 2, 4, 6. Et la liste 2, 4, 6, si j'additionne ces trois éléments, ça donne bien 12. Alors, comment on écrirait une telle fonction? Alors, bon, là, c'est donné pour des entiers. On va faire une fonction la plus générale possible. Donc, voilà, on va la faire sur des flottants. Donc, SumList, ça prend une liste L qui est de type liste de float. Et évidemment, quand on a additionné tous ces floats, ça va me donner un simple float. Donc là, on est typiquement dans un truc de réduction. Donc, comment on fait ça? Je pars d'un float S que j'initialise à 0, initialement, et je vais prendre un autre float N qui va me permettre en fait d'itérer, de parcourir les éléments de L. Donc ça veut dire pour chaque élément N dans L, il va les prendre dans l'ordre. Donc pour chaque élément N dans L, ça veut dire que par exemple pour cet exemple-là, N va valoir successivement le 2, puis le 10, puis le 0, puis le 4, et puis ensuite il va sortir de la boucle for. Donc par exemple pour le premier, N vaut 2, S égale S plus N, donc S valait 0, plus N 2, donc maintenant S vaut 2, donc il a pris en compte le 2. On reboucle, maintenant N vaut 10, 2 plus 10, il le stocke. Donc maintenant ça vaut 12. Ensuite il considère le 0. N vaut 0, 12 plus 0, ça reste 12. Et je le stocke dans S encore. Donc S vaut 12 maintenant. Et ensuite le 4, N vaut 4, 12 plus 4, 16, et je stocke dans S. Voilà. Et maintenant que j'ai épuisé tous les éléments de L, je sors de la boucle for avec mon S qui vaut 16, et je retourne 16. Donc j'ai bien trouvé le 16 qui était là. Donc ça, c'est vraiment la fonction la plus simple, c'est de compter les éléments qu'il y a dans une liste. Ça ressemble quelque part à ce que vous aviez vu en fait pour faire la somme des entiers. Faire la somme des entiers, au lieu de ça, vous preniez une valeur n, ou k, je ne sais pas, et au lieu d'avoir une liste L, vous mettiez le range en fait. Et donc ça marchait, ça marche, c'est très similaire en fait.
Donc là, le tour de boucle pour 4, 2, 1, 3, 5, je viens de l'expliquer en fait sur l'autre exemple. Hein. Donc, la variable n ici pour n dans L, ben on voit bien que n, à chaque tour de boucle, il vaut les valeurs successives de n. Et la variable s, à chaque fois, elle est incrémentée de la valeur précédente. Au début, elle vaut 0, 0 plus. Au début, quand n vaut 4, bah, il s'ajoute, donc maintenant s vaut 4. Ensuite, 2, il s'ajoute, ça vaut 6. Encore plus 1, ça vaut 7. Plus 3, ça vaut 10. Plus 5, ça vaut 15. Et après, je sors de la boucle parce que j'ai épuisé tous les éléments de la liste, et puis je sors le 15. Bon, l'invariant de boucle ici, c'est que la variable s contient la somme partielle de la liste jusqu'au numéro de tour de la boucle ici. Hein. Pardon, je ne vais pas avancer, quoi. Donc, ce qui est écrit un peu bizarrement ici, parce que ça ne devrait pas être n ici, quoi, qui égale 0 à tour de boucle des éléments de la liste. Quoi. Alors, autre exemple, donner une fonction longueur de L qui retourne la longueur d'une liste L. Donc longueur de 2, 10, 0, 4, ça devrait donner 4. Longueur de granule, ça donne 1. Alors attention, hein, cette liste-là ne contient qu'un seul élément. Hein. Le machin jaune ici, qui est délimité par ces apostrophes ici, qui est le mot granule, une chaîne de caractères granule. Donc il n'y a bien qu'un seul élément dedans. Longueur de la liste vide doit donner 0, évidemment. Et la longueur des listes des paires de 6, quand une fois qu'il a calculé la liste des paires, on sait que c'est 2, 4, 6, on voit bien qu'il y a 3 éléments dedans. Alors, c'est encore plus simple, enfin, même si des fois c'est une fonction qui peut poser problème à certains d'entre vous. Donc longueur, ça prend une liste L et tout ça, et ça ressemble beaucoup à ajouter tous les éléments de la liste. Bon, là, cette fois-ci, là, j'ai écrit type T, parce que pour trouver la longueur d'une liste, ça n'a pas d'importance le type qu'il y a dedans, en fait. On se sert pas, on regarde jamais les éléments qu'il y a dedans. Tout ce qui nous intéresse, c'est combien il y en a. Donc, il y a la possibilité d'écrire des fonctions un peu génériques comme ça, dans lesquelles, au lieu d'écrire un type, on écrit T. Et ce type T, en fait, c'est le type commun à toutes ces listes. Et donc, on a quelque chose qui est assez générique. Hein. Ça peut prendre à la fois des listes d'entiers, des listes de chaînes de caractères, etc., etc. Donc, ça renvoie un entier, évidemment, qui est la longueur de la liste, hein, la longueur de la liste. Comment on fait ça? On prend une longueur initialement à 0. Je prends un élément E de type T, hein, qui est le type qu'il y a ici dans la liste. Et je vais dire pour chaque élément de la liste, j'incrémente d'une unité la longueur. Combien de tours il va faire de cette boucle? Pour chaque E dans L, donc autant qu'il y a d'éléments dans L. Et qu'est-ce qu'il va faire à chaque fois? Il va incrémenter la longueur de 1. Donc si j'incrémente la longueur de 1 pour autant de fois qu'il y a d'éléments dans la liste, ça vient me donner à la fin la longueur de la liste. Parce que je retourne à la fin. Donc ici, par exemple, pour longueur de liste vide, pour E dans la liste vide, il va faire 0 tour. Hein. Et donc, comme la longueur était initialement à 0, il va bien renvoyer 0. Alors, troisième, je ne sais plus, je n'ai pas compté. Donc là, c'est le deuxième type. Là, on avait vu des réductions, hein, donc on prenait des listes, on a calculé leur somme, on a calculé leur longueur, donc on a pris une liste et puis on s'est retrouvé avec une simple valeur. Alors, transformation, donc c'est ce qu'on appelle plutôt le map, le schéma map. Ce schéma de transformation, hein, il applique une même fonction à tous les éléments de la liste. Hein. C'est-à-dire que ma liste de départ et ma liste d'arrivée, elles auront la même longueur. D'accord? Je conserve la longueur de la liste. Par contre, je vais effectuer la même opération. Enfin, chaque élément de la liste de retournée sera l'élément de la liste de départ sur lequel j'ai effectué une certaine opération. Donc c'est ce qui est écrit là. On dispose d'une liste L de type liste de T. On a une fonction f en fait qui prend un élément de type T et produit un élément de type U. Bon. Ça peut être les deux mêmes types. Hein. Et on construit la liste dans laquelle f a été appliqué sur chacun des éléments de la liste. Et on obtiendra un truc de liste U. Bon, ça c'est très théorique, hein, on va regarder sur un exemple concret. Par exemple, donner une fonction liste carré de L qui renvoie la liste des carrés des éléments de la liste L. Donc par exemple, si j'ai
je demande la liste carrée de cette liste-là, 4, 1, 2, 2. Ça va me donner une nouvelle liste qui est la liste 16, 1, 4, 4. Et vous voyez bien qu'en fait, c'est la liste, elle contient les mêmes éléments, sauf que je les ai tous élevés au carré. Hein. Donc le 16 ici, il vient du 4 fois 4. Le 1 ici, il vient du 1 fois 1. Le 4 ici, du 2 au carré. Et le 4 ici, du 2 au carré. Donc ça produit des listes qui sont de la même taille. Là, il se trouve que les deux éléments sont du même type. Pas de problème. Hein. C'est la fonction carré. La fonction carré, ça prend des nombres, ça renvoie des nombres. Donc ça reste du même type. C'est pas forcément le cas tout le temps, quoi. Donc voilà. Comment on pourrait écrire ça? Bah, tout d'abord, on se prend une petite fonction carré. Donc il prend un float qui renvoie un float et qui retourne x fois x, hein, qui fait le carré. Et donc pour faire le schéma map, donc d'appliquer la fonction à carré sur tous les éléments de la liste pour produire une nouvelle liste, eh ben, je prends ma fonction liste carré, elle prend une liste L qui est une liste de flottants, elle va renvoyer une liste de flottants. Très important, donc on ne modifie pas directement la liste L, hein. Ce que je veux dire, c'est interdit de modifier les paramètres. Donc je prends un LR qui est vide au départ, c'est-à-dire que je vais copier, je vais construire une nouvelle liste à partir de rien. Très important. N'écrivez pas LR égale L, hein. Et ensuite pour penser le modifier ensuite, hein. Ça ne marchera pas, hein. On a déjà vu que quand on affecte une liste à une autre, finalement ça reste la même liste, hein. Et donc si c'était interdit de modifier la liste L, c'est pas parce que vous lui avez donné un autre nom que vous avez le droit de la modifier. Ça reste interdit. Donc je prends une nouvelle liste LR comme liste résultat, hein, une liste de float que j'initialise à vide, et je vais la remplir à partir des éléments que je vais lire dans la liste L. Donc je prends un x qui est de type float, hein, et je dis pour chaque x dans la liste L. Pour chaque élément x de la liste L, et ben la liste LR qui était vide au départ, je lui rajoute à la fin le carré de x. Et ensuite, donc LR va être modifié. Pour le x suivant, il va le rajouter le carré de x à la fin. Le x encore suivant, il va ajouter le carré de x à la fin. Et pour le dernier x qui est dans la liste L, et ben, il va l'ajouter à la fin. Et à la fin, évidemment, il a fait combien de tours de boucle? Bah, autant d'éléments qu'il y a dans L. Combien j'ai fait d'append? Bah, j'en ai fait du coup autant qu'il y en avait dans L. Donc ma liste LR, elle a la même taille que la liste L. Elle contient tous les carrés des éléments que j'ai lus dans L, et donc c'est bien la liste que je voulais. Alors, dire, si on veut modifier deux lettres par deux autres lettres, on fait 2 fois le for. Je sais pas ce que tu appelles des lettres, en fait, quoi. Tu imagines que tu parcours une chaîne de caractères? Hein? Je sais pas ce que ça veut dire 2 lettres par 2, quoi. Avec le for, de toute façon, avec les listes, avec le for, avec les listes comme ça, on est capable seulement de parcourir les éléments un par un. On peut pas faire 2 par 2, quoi que ce soit. D'accord? Donc si quand on voudra parcourir les éléments 2 par 2, il faudra qu'on fasse différemment. On devra utiliser une boucle while. Ou une boucle for avec un range, mais seulement il faudra itérer sur les indices. Je vous ai déjà montré ça la dernière fois, c'était pour les chaînes de caractères. Je vous avais montré comment itérer directement sur les caractères ou itérer sur les indices. Si tu veux aller 2 par 2, il faut itérer sur les indices et puis incrémenter de 2 en 2. C'est a priori le seul moyen. On va voir, je ne sais plus s'il y a un exemple comme ça plus loin. S'il y a un exemple comme ça, a priori, je me rappellerai que tu as posé la question. Donc, simulation de liste carrée, bon, vous voyez, c'est que de proche en proche, on lui ajoute les carrés au fur et à mesure. Je lis les donc, quand il parcourt liste carrée 4, 1, 2, 2, vous voyez bien que dans la boucle for, la variable x va prendre successivement les valeurs 4, 1, 2 et 2. Et à chaque fois, je vais faire un append du carré de 4. Donc vide, et j'append carré de 4, maintenant, ça vaut 16. Enfin, ça a mis 16 à la fin de la liste vide. Et mettre 16 à la fin de la liste vide, ça veut juste mettre un élément dedans. Hein. Ensuite, une fois que j'ai cette liste 16, comme x suivant il vaut 1, 1 au carré ça fait 1 et je le mets à la fin, etc. etc. Donc à la fin, j'ai bien la liste que j'étais censé obtenir. Alors, longueur de chaîne. Donner une fonction liste, la liste des longueurs de chaîne. Donner une fonction liste longueur de chaîne L qui renvoie la liste des longueurs des chaînes de caractères éléments de la liste L. Alors c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des choses. Maintenant qu'on a vu la base, en fait,
qu'on est capable de faire des listes de quelque chose, eh ben, on est capable de faire des listes de listes, hein, et on pourra encore faire des listes de listes de listes, c'est tout ce qu'on veut, quoi. Donc dès qu'on a vu dès qu'on voit un nouveau type comme ça, un type liste qui permet de mettre ensemble plusieurs éléments d'un même type, eh ben, on peut très bien l'utiliser pour mettre aussi des listes dedans. J'étais en train de dire ça parce que dans ma tête, en fait, les chaînes de caractères sont des espèces de listes de caractères. C'est pour ça que j'étais en train de dire ça, quoi. Alors, donc j'ai cette liste, A avec ces chaînes de caractères qui sont à l'intérieur et donc je voudrais que quand je demande liste longueur chaîne de A, ils me répondent 3, 5 et cetera, qui sont bien les longueurs des mots qui sont à l'intérieur ici, hein, la longueur des chaînes de caractères. Alors comment on écrit ça? Eh ben, vous allez remarquer que c'est exactement le même schéma que tout à l'heure. Liste longueur de chaîne de caractères, donc ça prend une liste de chaînes de caractères et ça envoie une liste de int parce que c'est une liste de longueur, hein. D'accord? Donc dans le schéma de transformation ici, là, dans le map, vous voyez bien qu'on prend une liste d'un certain type et il est possible que ce soit en retour une liste d'un autre type, hein. Le seul truc dont on est sûr, c'est que les deux listes seront de la même taille. Salut électro-autistique, je sais pas si si t'es censé suivre le cours, mais t'es un petit peu en retard, hein, mais tu es bien fait quand même. Alors, c'est le même schéma que tout à l'heure. On prend une liste résultat qu'on initialise, donc qui est cette fois-ci du même type qui est évidemment du même type que le type résultat ici, qu'on initialise avec la liste vide. Et ensuite, bon, je prends une variable s qui est type chaîne de caractères et je veux dire pour chaque chaîne de caractères qui se trouve dans L. Et donc S va valoir successivement C, L, 2, géant, etc., etc. Donc pour chaque élément S, voilà, successivement ces valeurs-là, on va prendre la liste résultat et on va lui rajouter à la fin la longueur de S, hein. Je vous rappelle, len de S. Len, c'est une fonction qu'on a vue pour les chaînes de caractères qui existent et qui me donne directement ça, la longueur de la chaîne de caractères, hein, et qui est écrite dans votre carte de référence, hein. Une fois que j'ai fait tout ça, je renvoie LR, quoi. Donc il va y avoir. Ok, donc pas d'explication. Oups, je vais un peu trop vite. Donc là, c'est le même schéma que la fonction précédente, hein, où j'appliquais la fonction carré. Donc quand je prenais une liste vide et à chaque fois, je parcourais les éléments et je mettais dedans le carré de l'élément que j'étais en train de voir. Là, c'est au lieu de mettre le carré de l'élément que je suis en train de voir, je suis en train de mettre la longueur de l'élément que je suis en train de voir, hein, parce que là, c'est une chaîne. Et à la fin, j'obtiens bien donc la liste des longueurs qui sont là, hein. D'accord? Donc retenez bien ce schéma-là, hein. C'est un schéma que vous allez retrouver de manière ultra courante et vraisemblablement que vous allez retrouver aussi lors du contrôle intermédiaire et du contrôle final. Alors, donc ça, on a fait ça pour le map. On a aussi le filtrage. Donc le schéma filter, là, ça applique un prédicat. Alors je vous rappelle ce que c'est qu'un prédicat. Un prédicat, c'est un mot savant juste pour dire une fonction qui renvoie true ou false. Donc c'est une fonction qui renvoie un booléen. D'accord? Donc le schéma de filtrage applique une fonction qui renvoie un booléen à tous les éléments d'une liste et conserve uniquement ceux pour lesquels le prédicat renvoie true. Donc ça, c'est la manière théorique de dire la chose, quoi. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que vous prenez, quand vous faites un schéma de filtrage, c'est que vous avez une fonction, on vous demande d'écrire une fonction qui prend une liste et qui, à la fin, renvoie une liste qui est extraite de la liste initiale en extrayant certains éléments de la liste initiale, hein. Pas forcément qui se suivent, hein, mais qui va les garder quand même dans le même ordre, mais qui ne va en conserver qu'un certain nombre d'éléments de la liste initiale. Donc on dispose d'une liste L initialement, une fonction qui à chaque élément de la liste renvoie vrai ou faux, vrai si je veux le conserver, faux si je veux le virer, et il va rendre la liste L, I, etc. avec les indices décalés pour lesquels le truc donne toujours vrai, quoi. Bon, c'est expliqué de manière très formelle ici, mais je vais le répéter encore une fois, j'avais déjà dit. Vous avez une liste initiale, vous avez une fonction qui vous dit pour un élément du type de la contenu dans la liste,
vrai s'il faut le conserver, faux s'il ne faut pas le conserver. Et ça va produire la liste dans laquelle on a conservé uniquement les éléments pour laquelle la fonction disait vrai. Et la fonction, ça peut être par exemple est pair. La fonction est pair qui renvoie vrai si l'élément est pair. Donc si vous avez une liste de nombres et que vous faites un schéma de filtrage avec la fonction est pair, eh ben, il va vous redonner la même liste de nombres, sauf qu'il aura éliminé tous les éléments impairs qu'il y avait dedans. C'est tout simplement ça, hein. Dit de manière vraiment plus formelle ici. Bah voilà, tiens, donner une fonction liste des pairs qui renvoie la liste des éléments de la liste L qui sont pairs. Donc par exemple, liste des pairs de cette liste-là, donc j'ai une liste avec plein d'éléments ici, ça va donner la liste 4, 6, 2 parce qu'en fait, je construis une nouvelle liste dans laquelle j'élimine tous les éléments qui ne sont pas pairs. Donc ça, il me reste bien 4, 6, 2. Alors j'ai pas modifié la liste, hein, c'est très important, hein, parce je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de modifier la liste, hein. J'ai juste reconstruit une nouvelle liste dans laquelle je n'ai recopié que les éléments qui vérifient le prédicat est pair. Donc le prédicat est pair, il est écrit ici. Alors c'est un prédicat simplement parce que j'ai une fonction qui envoie un bool ici, hein. C'est ça que ça veut dire un prédicat. Donc est pair de n renvoie vrai si l'entier n est pair, faux sinon, hein, et ça renvoie n modulo 2 égale à 0. Je vous rappelle que n'écrivez pas un truc qui marcherait, ça serait d'écrire if, et peut-être que vous écrivez encore des trucs comme ça, n modulo 2 égale à 0, 2 points, return true, else, 2 points, return false. Voilà. Bon, alors ça marche, ce que je viens d'écrire ici, ça marche aussi, mais n'écrivez jamais ça, vous allez perdre des points. D'accord? Dès que vous avez un if, une condition, return true, else, return false, et écrivez directement return de la condition. C'est exactement équivalent, et ça vaut plus de points d'écrire ça que d'écrire ça. Voilà, donc je referme la parenthèse, et vous avez la même chose aussi, par contre, je réouvre la parenthèse de manière provisoire. Si vous avez ici return false, else return true, bah, au lieu de retourner la condition ici, vous renvoyez sa condition contraire. Hein. Donc note de ça. Ou n modulo 2 différent de 0. Hein. Ce qui revient exactement au même. Vous gagnerez plus de points. Voilà. Bon, et puis après, si vous savez faire que la deuxième méthode, faites-la quand même. Hein. Mais sachez que voilà, c'est ça la bonne méthode pour tester, pour écrire un prédicat et pair. Alors, liste des pairs, donc ça prend une liste d'entiers, ça renvoie une liste d'entiers qui potentiellement sera plus courte, hein. Qui aura une longueur plus petite, hein. Retourne la liste des entiers pairs éléments de L. Donc, je prends comme d'habitude une liste résultat que j'initialise à vide, et je vais parcourir chaque élément de L, hein, que je vais appeler n. Hein. Donc, pour chaque élément n dans L, donc par exemple sur cet exemple, n va valoir successivement 1, puis 4, puis 5, puis 6, puis 2, puis 3, etc. Eh bien, ce que je fais, c'est que si seulement à la seule condition où il est pair, à ce moment-là, je le rajoute dans la liste résultat. Et sinon, je ne fais rien. Donc, ça veut dire que dans la liste résultat, je n'ajoute que des éléments pairs dedans. Comme je parcours tous les éléments de la liste, il va bien me rajouter tous les éléments pairs de la liste. Hein, et je la retourne à la fin. Tout simplement. Donc là, vous avez une petite simulation, là. Je vous laisse regarder. Un autre type de prédicat, c'est conserver uniquement certains nombres qui sont supérieurs à un autre. Par exemple, liste supérieure, j'ai une liste ici. Je veux uniquement garder les éléments qui sont strictement plus grands que 3. Et donc, il va me rester, hein, si j'enlève tous ceux qui sont inférieurs à 3, bah, le 1 va dégager, enfin, il ne sera pas recopié, 4 sera recopié, 5 sera recopié, 6 ne sera recopié, 2 ne sera pas recopié, et 3 ne sera pas recopié. Ce qui me permettra bien d'obtenir cette liste-là. Donc voilà la liste, comme d'habitude, une liste résultat avec le bon type qui est initialisé à vide, un Y pour parcourir les éléments de la liste, et après, ici, j'ai directement mon prédicat qui est pas sous la forme d'une fonction. Hein. Si l'élément de la liste il est plus grand que X, à ce moment-là, je le rajoute, sinon je ne fais rien. Donc là, Y aura bien parcouru tous les éléments de la liste. Je n'aurai rajouté que ceux qui sont strictement plus grands que X, donc à la fin, j'ai bien la liste des éléments qui sont plus grands que X. Et je les retourne ici.
D'accord? Donc là, il n'y a pas de complication et je vous dis, c'est toujours le même schéma. Donc quelques petits exos que vous pourriez faire hein, avant votre TD ou en plus de votre TD. Hein. Une fonction qui compte le nombre d'occurrences d'un élément dans une liste, hein, par exemple, combien il y a de fois 2 là-dedans? Combien il y a de fois 6 là-dedans? Combien il y a de fois le A là-dedans? D'accord? Et donc il devrait vous rendre ces valeurs-là. Une fonction qui donne l'indice de la première occurrence d'un élément dans une liste, et none si il est absent. Donc par exemple, recherche, dans cet usage, je recherche le 2. Il va me dire qu'il le trouve à l'indice 1, hein, parce que lui, il a l'indice 0, lui, il a l'indice 1. Donc le premier 2 qu'il trouve, il est bien l'indice 1, donc il renvoie 1. Là, si je recherche un A, il va me dire que le premier A, il est bien à l'indice 0. Et dans ce dernier exemple, hein, si je lui demande où se trouve le 6, à quel indice se trouve le 6 là-dedans, comme 6 n'apparaît pas, eh ben, il renvoie none. Donc c'est pour ça c'est pour ça que là, il n'y a rien qui est écrit. Voilà, d'autres exemples de fonctions là, qui sont peut-être là, du coup, un petit peu plus compliqués. Hein. Donc une fonction qui renverse les éléments d'une liste. Hein. Donc renverse 1, 2, 3, ça donne 3, 2. Hein. Une fonction qui donne la liste des chiffres d'un entier en base 10. D'accord? Chiffre 10 1034, il va envoyer la liste de ces chiffres ici. Et si vous vous souvenez bien, on a déjà vu en cours, dans un des cours précédents, comment couper un nombre comme ça en son dernier chiffre et le reste du nombre, grâce à l'opération diviser par 10 avec le double slash, diviser par 10 comme ça, et le modulo 10, là, lui qui conserve seulement le dernier chiffre. Si ça c'est x, 6034 c'est x, modulo 10 ça va donner le 4, divisé entier par 10 ça va donner le 103. Alors, une fonction qui donne le codage en base 2, bah, c'est le même principe ici, hein, sauf que c'est le résultat, bon, ça sera modulo 2 et divisé par 2, mais le résultat sera sous forme de chaîne de caractères. Une fonction qui entrelace deux listes, hein, c'est-à-dire qu'il prend un coup dans l'un, un coup dans l'autre, un coup dans l'un, un coup dans l'autre, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il donnerait cette liste-là. Voilà, des petits exos que vous pourriez faire. Donc voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu dans le cours d'aujourd'hui? Donc des notions fondamentales en informatique. Donc le polymorphisme, ça, c'est le fait de pouvoir utiliser des listes quelconques, des listes de T là, pour calculer la longueur, par exemple, des propriétés sur n'importe quel type de liste. La mutabilité, c'est très important sur les histoires du append sur la liste. Hein. On peut modifier le contenu d'une liste. Donc on peut modifier une liste directement en mémoire grâce à l'instruction append. Méthode fonction, schéma de calcul et fonctions internes. Donc on a vu tout un tas de trucs et comment on construit des listes, comment on accède à des éléments de la liste ou à des sous-listes, comment on itère sur les listes et les différents types de problèmes que vous pourrez rencontrer à la réduction, transformation, filtrage. Et comme vous l'avez vu sur les exemples, je me suis beaucoup répété. Pourquoi? Parce que souvent les réponses sont très très similaires, quoi. Le principe, c'est comme pour les chaînes de caractères qu'on avait vu la dernière fois. Le principe général, c'est soit vous recopiez votre liste initiale dans une nouvelle liste en faisant des modifications, ça c'est les dernières choses qu'on a vues, soit vous partez d'une liste vide, et c'est la même chose quoi, vous copiez les éléments, ouais, c'est toujours la même chose en fait. Quoi. Vous partez d'une liste vide et vous copiez les éléments de la liste initiale, soit en les gardant ou en les évacuant, soit en les modifiant via une certaine fonction, par exemple en les mettant au carré ou des choses comme ça. Mais c'est souvent, enfin, dans la majorité des cas, c'est ça que vous allez retrouver, sauf peut-être pour certains petits exemples ici qui sont écrits là, dans lesquels on passe donc de nombres à des listes ou de nombres à des chaînes de caractères. Mais quelque part, en fait, si vous voyez le nombre ici 103 là, qu'on coupe en deux de cette manière-là, c'est déjà un nombre comme ça, c'est une espèce de liste de ces chiffres, en quelque sorte. Hein. C'est pas une liste au sens qu'on a vu dans ce cours-là, mais c'est une structure qui est similaire. Voilà, donc du coup, on va s'arrêter là. Hein, il est midi 26, donc c'est l'heure. Si vous n'avez pas de questions supplémentaires, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, à ce moment-là, je vais vous dire, je vais vous congédier.
Et je vous dis, a priori pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine on sera en pause pédagogique, hein, mais on se retrouve du coup bah, la semaine d'après, où on passera au cours suivant et il n'y aura pas d'interro, donc comme une chance pour vous. Vous empêchez pas non plus de réviser bien comme il faut, parce que après vous aurez peut-être des interros aussi dans vos TD, quoi. Voilà, je vous remercie, bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.